Alors en fait, l'histoire de la marque commence en 1977. C'est en fait une création qui est euh, une opération de deux jeunes étudiants en architecture français, d'origine alsacienne, donc parlant l'allemand, ça c'est pour le nom, qui ont en fait commencé à jouer avec des bras de lecture américains d'origine Rapco, et qui en ont fait un produit qu'ils ont appelé le Goldmoon T3, qui était un bras de lecture tangentiel un peu sophistiqué. Ils m'ont contacté en 78 pour être un peu leur porte-parole aux États-Unis, parce que comme j'étais directeur du marketing à IBM, j'étais tout le temps à New York, et ils voulaient que j'aille présenter en fait leur bras de lecture à Mark Levinson, Bill Johnson, à toutes les autorités de l'audio de l'époque, et ils m'ont confié en fait cette mission. On s'est retrouvés avec des commandes de partout. Les jeunes qui fabriquaient ça dans leur garage pendant leur week-end ont trouvé que ça commençait à faire beaucoup. Et j'ai dû leur racheter le nom, la marque et les process pour pouvoir le faire fabriquer en fait par des professionnels, parce que sinon on n'arrivait pas à fournir. Et j'installe en fait la production à Genève, en Suisse, pour une raison finalement assez simple, c'est que quand on fait un produit technologiquement parfait, surtout quand il y a beaucoup de mécanique dedans, le Swiss made est plutôt supérieur au France made in France. En plus, on avait fait deux choix que franchement on n'a pas regretté à l'époque. C'est nous ne fabriquerions que des produits supérieurs à tout ce qui existait, par choix. C'est pas très difficile hein, quand on se donne ça comme objectif, on y arrive. Et puis, au lieu d'aller les vendre aux États-Unis, en Europe, là où tous nos concurrents étaient ces petits fabricants amateurs, j'ai visé l'Asie tout de suite. Ce qui en 82 était probablement un peu ambitieux ou dangereux, mais qui s'est avéré un choix qui nous a évidemment beaucoup porté ensuite. Le choix délibéré d'avoir été se mettre au-dessus de tout ce qui existait est par définition une nécessité totale de faire de la recherche fondamentale. C'est-à-dire que moi j'ai écrit dans le plan à l'époque en 82, ce que l'on sait sur l'audio aujourd'hui c'est zéro. Il va falloir reprendre ça de zéro et faire des choses beaucoup plus exactes si on veut atteindre quelque chose que je ressentais à l'époque de façon très imprécise, qui était que le cerveau humain reconnaît si c'est vrai ou si c'est pas vrai avec une acuité remarquable. Aujourd'hui, le niveau des recherches dans lesquelles nous sommes, et je parle de 2013, pas des années 80 dont nous parlions tout à l'heure, sont telles que je ne peux pas embaucher un ingénieur pour faire le travail, parce qu'ils n'existent pas. Je suis obligé d'aller chercher dans les universités des professeurs qui ont une vague idée de ce dont je parle, il y en a deux ou trois dans le monde, et qui peuvent me donner un doctorant ou deux pour aller plus loin. Ce qui veut dire que mes chercheurs ne sont pas chez moi, ils sont dans les universités. Je n'aurai aucun moyen de les payer au prix qui devrait être payé pour faire ce genre de recherche. Par contre, s'ils font un projet qui nous intéresse directement, qui produit quelque chose dont on va se servir, alors ils ont deux options. Le premier, c'est qu'on achète le projet à l'université en question, ou le deuxième, c'est qu'on embauche le gars pour qu'il vienne faire pendant 2 ans quelque chose de pratique où ils ont fini ce qui l'a intéressé dans ses études. Donc cette recherche-là, ça veut dire qu'on n'a pas d'employé dans ce domaine, ou qu'on a le monde entier, selon la façon dont on regarde le sujet. Et chez nous, on a dans le comité de direction 7 personnes, et dans la chaîne de montage 4 personnes. Ce qui dit que nous ne sommes pas une entreprise traditionnelle en matière de main-d'œuvre. On n'a pas des employés et un chef pour les piloter, on a des chefs qui se font un peu aider quand il y a des choses un peu simples à faire. Ce qui veut dire qu'on n'a pas du tout un matière de compter en effectif comme les autres entreprises. En plus que 20 ans, on est passé de choses qui sont les boîtes que l'on voit sur le côté, à des enceintes acoustiques qui sont toujours des boîtes, à des amplificateurs qui sont toujours des boîtes, à des boîtes qui sont toujours des boîtes, et qu'elles se ressemblent beaucoup. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de discontinuité.
Et pourtant, il y a ici, à portée de main, une révolution technologique colossale, au sens où vous avez des enceintes acoustiques, je prends les épilogues 1 qui étaient derrière, qui sont probablement ce qui se faisait à l'époque de plus fou en matière d'enceinte acoustique, avec un filtre passif, je veux dire avec une électronique extrêmement complexe à l'intérieur. C'était très avancé. Et vous avez des générations successives de ce qui s'est passé et qui expliquent probablement à peu près le parcours de l'audio pendant cette période des 25 ou 30 ans dont on parle. On est passé d'enceintes traditionnelles passives à des systèmes où, si je prends la petite paire d'enceintes que vous voyez là à droite, on a maintenant la totalité de l'électronique à l'intérieur. Ce que j'ai à côté de moi, en fait, est une paire d'enceintes actives, dont on peut l'obtenir en wireless aussi, qui nous permet en fait d'avoir dans la pièce d'un utilisateur, pas forcément fou de l'équipement, mais plus du résultat, des choses où il ne voit que l'enceinte, où il n'a que l'enceinte, il n'y a plus d'ampli, il n'y a plus de préampli, il n'y a plus de source. On se retrouve dans quelque chose où on peut vivre, en ayant choisi son enceinte et en n'ayant pas choisi d'habiter dans un studio d'enregistrement avec des câbles partout dans lequel on se prend les pieds. On continue donc à faire des lecteurs. Bon, aujourd'hui, son, Blu-ray, machin, truc, choses comme tout le monde, juste pour la pratique de la chose, pour éviter la pile qu'il y avait autrefois de tous les supports séparés. On continue à faire des préamplificateurs. Ici. On continue à faire des amplificateurs de puissance. On continue même à faire des enceintes passives, mais alors on est en train, là, franchement, de pousser un peu ça vers des concurrents. Autant que ce soit eux qui s'ennuient, quand il n'y a pas beaucoup de marché. Et effectivement, toutes ces boîtes sont exactement ce que l'on retrouve, sans la boîte, dans les enceintes actives que nous faisons maintenant. Je remarque quand même deux petits détails, en plus du lecteur qui est donc multiformat, parce que ça c'est une chose qu'on accorde à tout le monde. Je remarque le petit ordinateur qui est posé dessus, et on a de plus en plus de clients, à juste titre, qui se servent de ça comme source. C'est-à-dire que nos préamplificateurs vont devoir pouvoir lire les messages qui viennent de l'ordinateur, de la même façon qu'ils vont pouvoir lire tous les types de disques qui sortent de là. Et ça veut dire qu'un préamplificateur aujourd'hui, même s'il fait plaisir comme boîte séparée à un audiophile, ça comprend des entrées digitales, des entrées analogiques, probablement des sorties multicanaux, et que donc ça n'est pas exactement le même instrument que celui qu'on avait autrefois, mais c'est la même boîte. Je suis Jefferson Torno, Goldmund France. Je m'occupe avec grand plaisir de la marque Goldmund en France. Et aujourd'hui, la suite logique par rapport à tous ces matériels, c'est la salle home cinéma avec son multicanal, toute la technologie Goldmund avec les Leonardo, les Proteus, qui se retrouvent aujourd'hui au service du multicanal et du cinéphile. Je vous invite à venir avec moi écouter. Alors, nous sommes dans ce que nous appelons une pièce de cinéma à la maison en France, le home theater en anglais, c'est-à-dire en fait la possibilité de faire dans une pièce qui est d'une dimension, disons, pratique pour une habitation européenne, l'équivalent de ce qu'auraient voulu les preneurs de son et les metteurs en scène des meilleurs films existants en matière de reproduction. Nous avons ici, sur chacun des murs latéraux, 3 colonnes de haut-parleurs. Je suis devant l'une de ces colonnes. Chaque colonne comprend un haut-parleur de médium aigu, on va dire, et un subwoofer. Le médium aigu, il y a un médium et un tweeter. Dans le subwoofer, il y a 2 haut-parleurs de 30 cm. Et ces colonnes sont toutes identiques. Il y en a 6 sur le latéral, on en a 2 sur les côtés, et on a des subwoofers supplémentaires sur le bas qui sont les mêmes modèles que ceux qu'on utilise en bas de la colonne. En addition de ça, il y a 3, ce que nous appelons improprement sub-sub, ce qui veut dire que c'est en dessous du subwoofer,
qui sont des haut-parleurs qu'on a développés pour représenter la partie des bandes de fréquences qui ne sont plus audibles, mais sensibles. Bandes passantes du genre 5 à 15 Hz, avec les mêmes niveaux sonores que le reste. Donc on a en fait beaucoup plus de canaux que ce que le public appelle les 5.1 ou les 7.1, qui sont en fait une contrainte qu'avait imposée Dolby puis DTS pour essayer de faire en sorte que les systèmes de home theater à la maison ne soient pas trop chers. C'est une contrainte contre laquelle les fabricants de films et les monteurs de films se sont beaucoup battus, mais ils n'ont pas réussi. Et donc nous avons, développé une nouvelle technologie complètement différente pour aller jusqu'à le nombre de haut-parleurs dont on avait besoin pour reproduire le film tel qu'il a été souhaité par ses réalisateurs. La salle à nous nous a coûté un peu moins de 90 000 € à réaliser, sans compter le matériel. L'équipement Goldmoon au complet est de l'ordre de 350 000, lecteurs, préamplis, enceinte contenant les amplificateurs, les haut-parleurs. Il y a quand même 43 haut-parleurs contenus dans 23 enceintes, il y a quand même 33 canaux amplis, il y a 32 convertisseurs. C'est un préamplificateur 32 canaux qui a complètement tout recalculé, ce qui explique le prix. Quand on connaît la qualité Goldmoon et quand on connaît les prix des matériels Goldmoon, on a, j'oserais peut-être pas dire, mais on a presque l'impression qu'elle est pas chère. Mais c'est pas le mot, c'est pas le mot. Mais proportionnellement à la quantité de matériel investi, c'est même moins cher que du matériel hors mur. Il y a un fabricant de films extrêmement célèbre qui vient tester ses films chez moi, dans ma salle de home theater, parce qu'il n'a pas l'équivalent chez lui. Et ça, c'est venu de cette collaboration qui a été probablement essentielle sur un certain nombre de progrès qu'on a fait, parce qu'en fait, il savait très bien ce qu'il voulait. Et quand celui qui fait le film sait ce qu'il veut, c'est pas très difficile de savoir ce qu'il faut qu'on fasse. Ce que nous avons voulu faire avec Goldmoon, c'est réaliser la première salle home cinéma de la marque, tout élément, enceinte, lecteur, préamplificateur, câblage, en Europe. Donc c'est la première salle d'Europe. Alors bon, il y en a pour le moment 12 dans le monde. Quelques-unes sont plus grosses, mais là on les trouve dans des régions monde plus aisées, y compris par exemple celle de Michel Reverchon à Los Angeles, qui est une media room qui coûte à peu près 2,5 fois le prix de celle-ci. J'ai reçu dans notre laboratoire de Los Angeles les plus grands metteurs en scène et les meilleurs preneurs de son. Et ils nous ont expliqué un peu leurs rêves en disant, voilà, si vous arrivez à faire ça, c'est ça qu'il nous faut. Le but en fait d'un film pour eux, c'est de prendre le spectateur et de le sortir de son univers existant. Jusqu'à ce qu'ayant perdu le contrôle, il puisse rentrer dans le film. Je ne pense pas que ce soit une question uniquement de qualité. Je crois qu'il y a réellement des problèmes techniques derrière dans lesquels le 5.1 ou le 7.1 ne sont pas suffisants. Il y a une demande de la part des gens et surtout de la partie sonore pour que l'ensemble de ce que l'on appelle le surround, c'est-à-dire en fait ce dont on est entouré, soit suffisamment inlocalisable individuellement pour que vous n'ayez plus la possibilité de savoir d'où vient le son. Deux haut-parleurs, ça vient de droite ou de gauche. Des haut-parleurs avant, des haut-parleurs arrière, ça vient de devant ou de derrière. Vous multipliez ça, vous arrivez à 5.1, vous savez toujours absolument d'où ça vient. 7.1, vous savez encore à peu près d'où ça vient. Et puis il y a un moment, quand on multiplie le nombre de haut-parleurs, où tout d'un coup, ça disparaît. Et c'est pour ça que dans cette pièce, on a en fait un nombre de haut-parleurs élevé. C'est que l'on veut, au souhait des gens qui ont réalisé le film, vous faire perdre le rapport entre le local dans lequel vous écoutez et vous. Et vous allez rentrer dans le film. Et c'est ça leur rêve.
pousser, c'est vraiment... On est bouche bée. Belle expérience. C'est vraiment c'est impressionnant. L'immersion totale. Et oui, ce qui nous a presque le plus impressionné encore, c'est la salle de spectacle, avec toute la résonance de la salle, comme si on était installé dans la salle de concert. C'est vraiment un rendu. En fait, on a ressenti plusieurs choses. La première, c'était vraiment, elle nous emmenait complètement dans la salle de spectacle. Ouais. Et les suivantes, on était vraiment dans une ambiance plus confinée, de confort et très agréable. Tout le monde n'a pas la place de choix dans un concert. Là, c'est la sensation d'être au concert, mais assis à la meilleure place. Donc, l'évolution a été considérable en fait en technique, parce qu'il a fallu faire tout ça, et pratiquement en ne perdant rien en qualité, en ne perdant rien en prestige sur la marque, mais en visant une clientèle qui allait être l'audiophile traditionnel autrefois, qui acceptait tous les sacrifices, parce qu'il aimait son matériel, jusqu'à la maîtresse de maison, qui va accepter ça si on enlève tout le reste.